Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Je m'excuse par avance pour ma voix, j'espère que ça va pas être trop dérangeant, mais je pense que ça va aller et il y a des infos assez sympas à découvrir aujourd'hui, donc je vous propose de partir tout de suite avec le sujet à la une aujourd'hui. Pas d'actu F1 la semaine dernière, il y a eu quelques complications, le rendu était terrible, j'ai préféré ne pas publier la vidéo, mais de toute façon il y avait quasiment pas d'actu et que des rumeurs, seulement 2 officialisations dont on avait déjà beaucoup parlé. La première, c'est qu'Oscar Piastri sera bien pilote McLaren en 2023, bon ça on le savait, le bureau de reconnaissance des contrats a validé son contrat avec McLaren, il a d'ailleurs validé un contrat pour 2 saisons. Mais on va pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui parce que ça fait un moment qu'on en discute et ce qui nous intéresse maintenant c'est surtout de savoir comment les places vides vont-elles être comblées et surtout la place qui est laissée libre dans la 4e meilleure écurie du plateau à l'heure actuelle, c'est-à-dire Alpine. Eh bien l'écurie française qui s'est fait donc complètement enfumer par Fernando Alonso et Oscar Piastri se retrouve un petit peu sans issue, elle s'est lancée du coup trop tard dans le marché des transferts et n'a plus de 200 000 options, sachant que certaines pistes semblent être écartées, apparemment ils ne veulent pas reprendre Daniel Ricciardo, en tout cas on n'entend rien sur un éventuel accord entre les deux, on n'a pas trop de news non plus sur un Mick Schumacher et apparemment Alpine hésite tellement qu'ils vont faire des essais privés au Hungaroring pour tester plusieurs pilotes et savoir qui pourrait être intéressant dans leur écurie l'année prochaine. Il faut savoir que c'est des essais qui étaient à la base prévus pour un certain Oscar Piastri et donc finalement ça va être reporté sur d'autres pilotes, notamment un certain Nick De Vries qui a réalisé une excellente performance au Grand Prix d'Italie où il a remplacé Alexander Albon et ça a fait de lui un candidat sérieux au baquet Williams mais aussi au baquet Alpine. Avant tout, il faut dire que ces tests ont lieu parce que la piste Pierre Gasly semble se compliquer. En fait, AlphaTauri ne libérera Pierre Gasly que si elle a une autre option, et l'autre option, ça devrait être Colton Herta normalement, mais Colton Herta n'a pas sa super licence, donc le permis de conduire de la Formule 1, et apparemment c'est très compliqué pour lui d'avoir une dérogation. Donc si AlphaTauri n'a pas d'autres pilotes, ils ne veulent pas libérer Gasly, qui serait un très bon candidat pour Alpine selon Laurent Rossi. Laurent Rossi d'ailleurs qui ne voit pas d'inconvénient au fait qu'il y ait 2 pilotes français dans l'écurie française. Donc Gasly reste a priori la piste numéro 1. On essaye malgré tout de libérer le français en faisant participer Colton Herta à ses tests privés justement. Cela lui permettra donc de rouler, d'accumuler du kilométrage et même si ça n'octroie pas de points de super licence, ce sera un moyen de montrer à la FIA que Colton Herta est peut-être prêt à la F1 et donc ça pourrait aider à libérer Pierre Gasly. Derrière on a une autre piste, celle de Jack Doohan, pilote de Formule 2, mais qui malgré tout selon Laurent Rossi n'est pas encore assez prêt et Laurent Rossi aimerait bien qu'il suive un parcours similaire à ce qu'il aurait voulu voir avec un Oscar Piastri, donc que quand il arrive en F1 il ait plutôt 1 ou 2 années chez Williams pour se former, Williams ou une autre écurie, avant d'ensuite venir dans l'écurie mère. Mais Doohan participera donc bien aux essais en Hongrie. Après voilà, vu que c'était des essais, on l'a dit, prévus pour Piastri, prévus pour un petit peu appréhender la Formule 1, s'habituer à ses monoplaces, c'est juste dans le cadre du développement de ce jeune pilote Alpine et a priori c'est quand même pas la piste privilégiée. Mais il y a en fait tellement de pistes, Otmar Szafnauer parlait de 14 candidats, qu'on va mettre à l'épreuve un maximum d'entre elles et on va même tester un certain Antonio Giovinazzi qui devrait donc prendre part dans ces essais Alpine. On a un petit peu du mal à comprendre pourquoi il s'intéresse à Giovinazzi, déjà qu'on a du mal à comprendre pourquoi Haas a envie de Giovinazzi. Mais bon, écoutez, pour Alpine, c'est un petit peu curieux. Malgré tout, la piste privilégiée, donc ça reste Pierre Gasly. Et à l'heure actuelle, on imagine, pourquoi pas, un Nick De Vries en 2e solution. En tout cas, ça va être très intéressant de suivre ces tests en Hongrie ou le peu d'informations qu'on aura à propos. Et surtout, ce sera intéressant de voir qui Alpine va privilégier aux côtés d'Esteban Ocon l'année prochaine. Juste une petite précision pour vous dire comme quoi il avait été annoncé que Schumacher et Vettel même participeraient au test Alpine. Ce n'est pas le cas. A priori, les 2 pilotes allemands n'y seront pas. Pour Vettel, c'est logique, il va pas revenir sur sa décision de prendre sa retraite. En revanche, pour Schumacher, c'est un petit peu plus étonnant. Alors peut-être que Haas ne l'a pas libéré ou quoi, mais pour Alpine, ça aurait pu être intéressant de tester Schumacher. Bon, écoutez, c'est ainsi. On verra si la piste du pilote allemand reste intéressante pour l'écurie française. Et justement, puisqu'on parle de Mick Schumacher, eh bien il semblerait que son avenir chez Haas s'assombrisse un petit peu de jour en jour. On a de moins en moins l'impression qu'il va re-signer, sinon pourquoi ça n'aurait pas été annoncé? Et il est clair que Haas discute avec d'autres pilotes, mais le problème c'est que ces pilotes font pas franchement rêver, quoi. L'option numéro 1 c'est Antonio Giovinazzi. Bon désolé, j'en ai parlé plusieurs fois, je l'aime bien Antonio, mais il a eu sa chance en Formule 1, il a pas prouvé grand chose et bon depuis qu'il est parti...
soyons honnêtes, on l'a un petit peu oublié, il nous manque pas spécialement, il y a d'autres pistes qui nous feraient plus rêver quand même, notamment un certain Théo Pourchère. Voilà, moi je serais plutôt curieux de voir ce que donne Pourchère, mais bon, ça c'est le côté franco-français, même un Nick De Vries, voilà, en tout cas il y a d'autres pistes clairement plus intéressantes. Les autres options que As pourrait avoir sont Nico Hülkenberg, qui apparemment devient un candidat sérieux à un énième retour en Formule 1, mais cette fois ce serait un retour en tant que pilote titulaire. Ça fait quand même un moment qu'il n'a pas piloté en F1 pour une saison complète, hein, ça remonte à 2019. Mais bon, écoutez, ce serait intéressant. Personnellement, je préférerais déjà revoir Hülkenberg pour le capital sympathie. Et la dernière option, c'est un certain Pietro Fittipaldi qui avait remplacé Romain Grosjean suite à son crash pour les 2 dernières courses de la saison 2020. Pourquoi il y a cette option? Parce qu'il pourrait venir notamment avec un très gros sponsor. Il y a eu une rumeur comme quoi As pourrait avoir un vraiment gros sponsor qui arriverait, un sponsor titre tout simplement, qui arriverait avec l'écurie pour les 2-3 prochaines années. On surveillera comment ça évolue et si oui ou non ce sponsor est relié à Pietro Fittipaldi. Et donc qui sera dans la As l'année prochaine aux côtés de Kevin Magnussen. Et puisqu'on parle d'énormément d'options en ce moment pour les baquets vacants en Formule 1, il reste le baquet Williams où ça se jouerait peut-être entre Sargent et Nick De Vries, Nicolas Latifi, ça commence à être de plus en plus compliqué. Et il y a d'autres pilotes qui continuent de rêver de Formule 1, c'est notamment le cas d'un Robert Schwartzman qui va participer à la FP1 avec Ferrari à Austin. Donc ça c'est dans le cadre du programme Jeune Pilote où toutes les écuries sont obligées de faire rouler 2 fois dans la saison un pilote qui a moins de 2 Grands Prix. Mais il a dit qu'il continuait de rêver de Formule 1 et donc pour lui l'option la plus logique ce serait As, donc on surveillera quand même si Schwartzman un jour a une chance d'arriver en F1, même si ça paraît quand même assez improbable. En revanche, Felipe Drugovich aurait peut-être plus d'opportunités, celui qui a été sacré champion de Formule 2 le week-end dernier à Monza, a signé en tant que pilote de développement chez Aston Martin. Je pense honnêtement que c'est un très bon choix des deux côtés pour Aston Martin. Eux qui veulent structurer leur projet, ils ont besoin de pilotes de développement, de pilotes qui vont être dans le simulateur, qui vont travailler sur les réglages. Et le champion de Formule 2 en titre, c'est quand même plutôt une bonne option. Et pour lui, s'il y a un remplacement à faire, il sera là. Il va découvrir avec une grosse structure de la F1. Le seul problème, c'est que Fernando Alonso a l'air d'être verrouillé pour plusieurs saisons, que de toute façon, s'il est remplacé, ce sera plutôt par un grand nom, et que Lance Stroll est en CDI. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais déjà, pour apprendre la F1, je pense que c'est quand même intéressant. Voilà donc pour ce point sur la sphère mercato, beaucoup d'infos, mais bon, ça continue d'évoluer, de se décanter tranquillement, et on commence à y voir un peu plus clair. On a vraiment hâte d'avoir le dénouement de ce mercato assez incroyable qu'on a eu cette année, et la grille finale pour 2023, qui aura quand même mis beaucoup de temps à arriver. Bon, en attendant de la voir, je vous propose de voir le reste des actualités. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine et de toute façon, il n'y a pas énormément d'actualités en bref. La première, donc, c'est l'officialisation dont je vous parlais, la deuxième hot news de la semaine dernière, mais on en avait déjà parlé dans les actus F1 de la semaine. Il n'y aura pas d'accord entre Porsche et Red Bull. C'est désormais officiel, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. En effet, Porsche voulait être plus qu'un simple motoriste, ils voulaient racheter 50% de l'écurie Red Bull. Ce n'était pas possible pour les dirigeants de l'écurie autrichienne, tout simplement. Porsche aurait eu trop d'influence et ils voulaient garder le contrôle de cette écurie. Ils auraient probablement accepté si c'était une collaboration pour avoir un nouveau motoriste, même pourquoi pas qu'ils prennent une partie des parts de l'écurie, mais 50% c'était clairement trop. Et donc Porsche doit maintenant se dépêcher s'ils veulent trouver une autre solution, puisque tout nouvel arrivant en tant que motoriste en F1 en 2026 devra se déclarer à la FIA avant la mi-octobre. Ensuite, c'est une bonne nouvelle, un contrat pluriannuel serait sur le point d'être conclu entre la F1 et Monaco, donc pour que les circuits en principauté continuent au calendrier de la Formule 1. Bon, a priori, les rumeurs de départ n'étaient pas aussi intenses que celles de Spa, mais un contrat pluriannuel, voilà, c'est quand même une assurance qui est toujours sympathique et qui est cool à avoir pour un circuit qui, bien sûr, restera au calendrier. On l'espère, normalement, ça ne devrait pas bouger. Et justement, en parlant de calendrier, Auto Hebdo a révélé un potentiel calendrier 2023, donc qui aurait fuité avec, tenez-vous bien, 24 courses en comptant la Chine. Donc c'est-à-dire que si la Chine finalement ne peut pas accueillir de Grand Prix comme ça a été le cas les 2-3 dernières saisons même, eh bien on aurait 23 manches, ça reste beaucoup, mais en même temps, malgré le départ notamment de la France, eh bien il y a des nouveaux arrivants comme vous le savez, Las Vegas, le Qatar qui sera de retour. Le calendrier, je vous l'affiche, c'est à peu près ce qu'on avait annoncé début de la saison à Bahreïn avec ensuite l'Arabie Saoudite et l'Australie, donc la fameuse manche en Chine. Ensuite, on va faire quand même des allers-retours, Azerbaïdjan, Miami, Imola, ça là-dessus ça ne bouge pas, ça fait toujours plaisir. La tournée européenne à partir de Monaco avec toujours l'aller-retour Espagne, Canada, Autriche. On n'a pas regroupé Miami et Montréal dans ce calendrier provisoire. Écoutez, c'est ainsi. Spa effectivement serait juste avant la trêve estivale et on reviendrait ensuite à Zandvoort.
La fin de saison ne voit pas énormément de changements, à part l'arrivée du Qatar juste après le Japon. Un petit peu étonnant d'ailleurs de retrouver le Qatar à cette position-là, parce que ça va faire Japon, Qatar, États-Unis, et après toute la tournée américaine, avec d'ailleurs 2 grands prix aux États-Unis, même 3 sur la saison, puisque Miami en début d'année, ensuite Austin et Las Vegas qui sera l'avant-dernière manche, avant de revenir à Abu Dhabi. Donc on aurait pu enchaîner peut-être Abu Dhabi, Qatar, ou Qatar, Arabie Saoudite, tout ça. La F1 qui a dit qu'elle voulait regrouper toutes ces manches dans un but bien sûr écologique, mais aussi humain, hein, pour les membres des écuries qui ne voient pas leur famille, ou en tout cas qui les voient beaucoup moins, d'avoir moins d'allers-retours à faire. Déjà que ce calendrier est très très chargé. Écoutez, ce serait un petit peu compliqué, mais bon, voilà, de toute façon, c'est à peu près ce qu'on attendait. Et on a bien compris que c'est de toute façon ce vers quoi on va se diriger. On attend donc le calendrier officiel, mais pour l'instant, toutes les rumeurs convergent vers ce dont on parlait depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire moins de circuits historiques, plus de nouveaux circuits et un calendrier toujours plus chargé. Et puis enfin la dernière actualité, c'est une actualité plaisir, c'était le début des F1 eSports cette semaine. Si vous l'avez raté, toutes les courses sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube de la Formule 1, les courses et les qualifications d'ailleurs, et si vous n'avez pas le temps, il y a des résumés. On note les excellentes performances de Lucas Blakely qui a remporté les 2 premières courses. J'ai pas encore vu la 3e au moment où je tourne cette vidéo, mais pour l'instant c'est de la régalade, le format est passé à 50%, donc il y a plus de stratégie. Franchement ce début de saison est très très prometteur, et le double champion du monde en titre Jarno Opmeer a été mis pas mal en difficulté. Voilà pour les news de cette semaine. Je vous propose maintenant de jeter un petit coup d'œil dans le rétro très sympa avant le programme de ce week-end. Le week-end dernier, nous étions à Monza, circuit qui a vu des arrivées extrêmement serrées dans l'histoire de la Formule 1, en effet par 11 fois. L'écart entre le premier et le second était de moins d'1 seconde, notamment en 1971, l'arrivée la plus serrée de l'histoire de la Formule 1. Cette année-là, peu de suspense pour le championnat. Il reste 3 grands prix avant Monza, mais un certain Jackie Stewart a remporté 5 des 8 premières manches et file vers sa 3e couronne en Formule 1. Il terminera d'ailleurs cette année-là avec quasiment le double de points de son plus proche rival, le Suédois et regretté Ronnie Peterson. À noter d'ailleurs que le 3e du championnat cette année-là est également le regretté François Sever, très grand pilote français qui malheureusement n'a pas eu la carrière qu'il méritait. D'ailleurs, ces deux-là vont profiter de l'abandon de Jackie Stewart sur problème moteur pendant le Grand Prix d'Italie pour se battre pendant toute la course. Ils n'arrêtent pas de se passer, de se repasser l'un et l'autre. Ils se battent également avec Chris Amon, avec Halewood. Il y a de la grosse bagarre en piste et ça va permettre à un certain Peter Gethin de revenir et de se pointer un petit peu comme une fleur. Écoutez, Peter Gethin, c'est un pilote assez peu connu en Formule 1 qui, à part ce Grand Prix de Monza où il a bien figuré, dans sa carrière, il n'a jamais terminé mieux que 6e en participant à 31 Grands Prix. Dans le 55e et dernier tour de ce Grand Prix d'Italie, François Sever est en tête, en passe d'aller remporter le premier Grand Prix de Formule 1 de sa carrière. Et à l'époque, la F1 était déjà très stratégique. Le circuit il ressemblait à peu près à l'allure qu'il a à l'heure actuelle, à part qu'il y avait moins de chicanes, il n'y avait pas la 2e chicane, il n'y avait pas la chicane Ascari. Et en direction de la parabolique, Sever se décale pour laisser passer Ronnie Peterson afin de bénéficier de son aspiration et de le doubler sur la ligne dans la dernière ligne droite. C'est donc extrêmement stratégique. Assez culotté aussi, on va pas se mentir. Et à ce moment-là, Peter Gethin voit la chance de sa vie. Il plonge dans la parabolique, arrive tout trou bloqué, surprend tout le monde et prend la tête dans le dernier virage du dernier tour du Grand Prix d'Italie. Sever qui avait d'ailleurs anticipé donc le dépassement de Ronnie Peterson et qui comptait le redoubler dans la dernière ligne droite sera assez amer à l'arrivée. Il déclarera « J'ai vu brusquement un nuage de fumée blanche derrière moi. Peter Gethin est arrivé tout trou bloqué, complètement en perdition. J'avais le droit de me rabattre devant lui, mais il allait si vite qu'il était évident qu'il ne pourrait pas éviter de me percuter. La rage au cœur, j'ai donc conservé ma ligne. L'accident était évité, mais j'avais perdu le Grand Prix d'Italie. » Dans cette déclaration, on voit la sagesse d'un pilote qui est à la poursuite de sa première victoire en Formule 1, mais qui sait aussi qu'il joue avec sa vie. Il laissera d'ailleurs sa vie sur un circuit de Formule 1. Sever est donc 3e dans la parabolique et a laissé passer sa chance pour s'imposer. En revanche, en ressortie, il reste peut-être une opportunité à Ronnie Peterson qui réaccélère, qui va au plus vite, il accélère,
Mais sur la ligne, ce ne sera pas suffisant. Peter Gethin signe la seule victoire de sa carrière, son seul podium, son seul top 5 et même. Résultat incroyable pour le pilote britannique qui s'impose pour 1 centième devant Peterson, l'écart le plus serré de l'histoire de la Formule 1. Mais ce n'est pas tout. Les 4 premiers sont en 18 centièmes de seconde. On a donc derrière logiquement François Sever et ensuite justement Mike Hallwood qui était à la bataille avec les 3 autres pendant quasiment toute la course. On pourrait même d'ailleurs élargir ce résultat à Howden Genley qui arrive 5e à 61 centièmes même si on veut être encore plus précis. Donc rendez-vous compte, ils sont 5 à arriver en moins d'1 seconde. C'est un résultat extrêmement serré, le plus serré de l'histoire de la Formule 1 et une anecdote très intéressante que j'avais envie de vous partager. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de ce week-end et en l'absence de Formule 1 pendant les 3 prochains week-ends, puisque vous le savez, le Grand Prix de Russie a été annulé et ne sera pas remplacé. On attend donc Singapour début octobre, ça va être un petit peu long, mais déjà, vous pouvez revoir les F1 eSports. Si vous ne les avez pas vus, il y a vraiment pas mal de spectacles, c'est très intéressant. Si vous voulez voir des sports mécaniques, il y a le Grand Prix d'Aragon en MotoGP ce week-end. L'avance de Fabio Quartararo en tête du championnat ne cesse de se réduire, la course est à 14h et donc un certain Pecco Bagnaia est à la poursuite du français. On va espérer que ça tienne jusqu'à la fin de saison. Sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter. Activez les notifications pour être informé des prochaines. On se retrouve comme d'habitude en fin de semaine prochaine pour la suite des actualités et en live on attendra le Grand Prix de Singapour. D'ici là, eh bien écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.